C'est autour de 9h30 que l'imam de la mosquée centrale d'Akpakpa à Cotonou lance la prière qui marque la célébration de l'Eid el-Kébir sur cette place Idi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après l'exécution des 2 rakas, l'imam dans son serment invite les fidèles musulmans à la sérénité et à fêter de façon licite. S'ensuit l'immolation de ce bélier. Un acte plein de sens. Ça vient de notre prophète Ibrahim, c'est un science fort entre lui et Allah. C'est le Dieu qui a dit d'immoler son fils Ismaël pour sacrifier Allah. Lorsqu'il veut sacrifier ça, les anges vont dire que Allah, il ne faut pas faire souffrir cet homme. Il faut le remplacer, par un mouton. C'est ça, c'est ce jeu-là qu'on a commencé par faire tabaski. On partage en 3 parties. Un part pour la maison, partie pour les amis, comme on voulait les journalistes comme ça là, et une troisième partie pour les gens du quartier. Il faut que les enfants soient fiers de leur papa. Il faut que les enfants respectent les ordres de leur papa et que les mamans aussi respectent l'ordre de leur mari. Papa aussi encore respecter l'ordre de Allah pour que la vie soit meilleure pour nous tous. L'Eid el-Kébir, instant de prière et de réjouissance avec ses proches. Pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos morts, qu'il nous donne Jannah Firdaus. Fatiha pour tout le monde. Merci. الله بصحة والهنا لجميع المسلمين اللي كاينين والهنا البال ان شاء الله يا ربي والحمد لله يا رب العالمين يا ربي الحمد لله. شكرا. Merci. Que la fête soit bonne pour nous tous. آمين يا رب. يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. L'immolation des bêtes peut donc se poursuivre dans les maisons. Le partage avec pauvres et nécessiteux est vivement recommandé. La fête de la Tabaski que nous appelons Eid al-Adha, c'est une fête que Dieu a recommandé le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam de respecter par la promesse qu'il avait faite envers Dieu par rapport au bien que Dieu lui a accordé. Donc Dieu l'a parlé dans ses rêves en lui disant que mon gars, la promesse que tu avais faite en disant si je t'accordais d'enfant, tu peux sacrifier l'enfant pour me rendre grâce. Tu n'as plus respecté à ta promesse. Et une première fois, une seconde fois, une troisième fois après, bon, le prophète Ibrahim a vu que ce rêve-là n'est pas un simple rêve, il a vu que c'est un message qu'il est en train de prendre auprès de son Seigneur. C'est là qu'il a interpellé son fils en lui disant que voilà, entre-temps j'avais fait une promesse à mon Seigneur en lui disant que
s'il m'accorde un enfant, je peux aussi sacrifier l'enfant juste pour le rendre grâce. Voilà Dieu qui m'interpelle, qui me rappelle cela. Comment tu trouves cela? Et l'enfant a dit à son père, si c'est ton Seigneur qui te l'a recommandé, je me soumets. C'est quand le père était arrivé au lieu où devait sacrifier le fils pour faire le sacrifice que Dieu a fait remplacer l'enfant par le bélier. Le fait qu'ils ont respecté la promesse qu'ils ont faite à Dieu, Dieu aussi les a récompensés en faisant remplacer l'enfant par le bélier. Il y a un passage du Coran qui dit La yanalu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum, où Dieu disait Dieu n'a pas besoin du sang de cette bête ni la viande là. Ce que Dieu veut de vous pour vous recommander cette adoration, ce sacrifice-là, c'est la crainte. Donc Dieu tiendra compte de la crainte que vous avez pour réaliser cela, pour pouvoir vous récompenser. Quiconque prend la chose comme un truc d'amusement ou bien un truc de plaisanterie ne peut pas avoir cette récompense-là. Donc vous devez prendre cela comme une adoration d'abord et avoir la crainte de Dieu. Et savoir que vous avez fait cela juste pour faire plaire à Dieu. En respectant cela, vous avez vos récompenses. Maintenant, si vous immolez la bête, comment on doit faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de partager la viande en 3 parties. Une première partie pour ceux qui vont venir vous dire ah, bonne fête à vous, hein, tout ça là, vous allez leur donner cette partie-là. Une seconde partie, c'est pour vos frères qui n'ont pas eu les moyens pour pouvoir sacrifier la bête, ou les voisins qui sont à côté de vous. Et une troisième partie pour vous-même. Mais sachez que ce qui est important, parce qu'un événement s'est produit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où sa femme Aïcha, ce qu'ils ont réservé pour eux-mêmes, le prophète a encore continué par lui dire de donner aux gens. Et maintenant, sa femme Aïcha s'est fâchée que le peu qui reste pour nous, que nous allons consommer, tu demandes encore ce qu'on donne aux gens. Et le prophète lui a dit, mais tu ne savais pas que ce que nous donnons là, c'est ça que nous allons avoir auprès de Dieu. C'est ça qui nous attend auprès de Dieu. Mais ce que nous mangeons, c'est la matière fécale qui est sa récompense. Donc le mieux, c'est de donner que de conserver une bonne partie pour la maison. Et il y a un certain nombre de choses à financer. On prend directement aux infrastructures publiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a la sécurité à financer. On a une armée, on a la police, il y a la justice à financer, il y a beaucoup de services publics qu'on finance. Lorsque aujourd'hui nous recouvrons 100 francs, 80% pratiquement servent aux actions sociales, à savoir les équipements dans les hôpitaux, les cantines scolaires, le projet H, les transferts monétaires au profit des jeunes filles qui doivent aller à l'école, les infrastructures routières. Et si nous ne contribuons pas, nous ne pouvons pas continuer à bénéficier de ces prestations. Une fois que c'est fixé par le gouvernement et voté par l'Assemblée nationale, ça devient une loi. Et à partir de ce moment, si vous ne payez pas, c'est que vous êtes en infraction. Vous payez ces impôts. Je prends l'année 2020. Nous étions à une mobilisation de recettes totales de 620 milliards, plus précisément 620,40 milliards de francs CFA. Et en 2022, nous sommes passés à 840 milliards, à un peu plus de 840 milliards. Le premier facteur, c'est l'impulsion que les pouvoirs publics ont donnée au niveau des règles budgétaires, de la transparence budgétaire
de la sécurisation des recettes par les réformes de digitalisation dont nous avons digitalisé nos procédures, ce qui a eu pour impact direct donc l'accroissement des recettes. Si je considère les prévisions de recettes que nous avions pour 2022, il était prévu un montant de 639 milliards de francs CFA. Et à l'arrivée, nous avons pu mobiliser 548 milliards de francs CFA. Donc, ce qui fait un taux de réalisation de 102%. Donc, c'est quand même des résultats encourageants qui montrent que l'équipe suit les consignes du gouvernement. En ce qui concerne les autres missions de la douane, il y a eu beaucoup de saisies de produits prohibés au cours de l'année 2022. Nous avons saisi près de 30 000 kg de produits pharmaceutiques, près de 5 000 kg de chanvre indien. Nous avons saisi environ 60 000 kg d'intrants agricoles. Toutefois, les niveaux de performance ne sont pas encore totalement satisfaisants pour nous. Nous considérons qu'il y a toujours du potentiel. La première fonction du douanier, c'est la lutte contre la fraude. Tous les agents sont mobilisés sur le terrain, ils sont engagés. Le message important que nous avons à adresser aux populations, c'est de leur demander de penser à notre État qui a besoin de ressources pour faire des routes, pour faire des écoles, pour développer les infrastructures. C'est pour cela que nous les invitons à chaque fois à se rapprocher de nous, à mieux s'informer et à mieux savoir la conduite à tenir, les démarches à adopter, qui très souvent leur reviennent même beaucoup moins cher que les fraudes dans lesquelles elles s'engagent. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, était en visite de 2 jours en Afrique du Sud ce mardi où elle a rencontré son homologue sud-africaine, Naledi Pandor. À Pretoria et dans le cadre de la commission binationale germano-sud-africaine, les 2 ministres discuteront la sécurité énergétique et les questions géopolitiques affectant l'Afrique et l'Europe. Comme nous en avons déjà discuté, cette guerre est une attaque contre la charte de l'ONU, contre les règles mêmes qui nous lient et nous protègent tous. La délégation africaine conduite par le président Cyril Ramaphosa l'a dit très clairement à Saint-Pétersbourg. Cette guerre concerne aussi l'Afrique. La charte de l'ONU doit être respectée. Et nous lui sommes reconnaissants pour ses paroles claires. La commission binationale germano-sud-africaine a été créée en 1996 à l'initiative de Nelson Mandela pour encadrer la coopération binationale entre l'Allemagne et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis mondiaux différents, mais tout aussi graves en Afrique et ailleurs dans le monde, y compris en Europe, où la guerre en Ukraine a eu des ramifications mondiales. Nous en discuterons également plus en détail lors de nos pourparlers. L'Allemagne est l'un des partenaires internationaux les plus stratégiques de l'Afrique du Sud et la 3e source de touristes étrangers dans le pays. Les Gabonais devront passer aux urnes pour les élections générales, dont la présidentielle dans moins de 2 mois, le 26 août prochain. Un changement dans le calendrier électoral qui fixe notamment au 11 juillet la date limite de dépôt de candidature. Pour l'opposition, cette nouvelle disposition va à l'encontre du code électoral puisque les listes électorales n'ont pas encore été publiées. Le centre gabonais des élections avait été renouvelé conformément à la Constitution, que le ministère de l'Intérieur avait organisé la révision des listes électorales, que le ministère de l'Intérieur a déjà réceptionné les kits électoraux, que le département, du moins la commission sur l'enrichissement illicite a déjà reçu les formulaires pour tout ce qui concerne la déclaration des biens pour tous les candidats présidentiels, législatifs et locaux. Donc, on ne peut pas dire que cette élection ne pourra pas avoir lieu. Nous sommes en plein là-dedans. Après avoir boudé la concertation politique en février, durant laquelle une modification de la Constitution a été apportée, les principaux leaders de l'opposition ont dénoncé une manœuvre destinée à faciliter la réélection du président sortant, Ali Bongo. Le centre gabonais des élections, par exemple, il faut savoir que le vice-président est de l'opposition. Donc, ça veut dire que toutes les décisions qui s'y prennent sont collégiales.
Donc, majorité, opposition. Donc, il n'y a aucune raison à ce qu'à la suite de ça, qu'il y ait de problèmes particuliers, puisque tout le monde aurait été mis ensemble sur la table pour discuter de la façon dont les choses doivent s'apaiser. Et ensuite, il appartient à chaque camp politique de sensibiliser, ses sympathisants par rapport à toutes ces questions-là. Le président Ali Bongo du Parti démocratique gabonais PDG a été réélu de justesse en 2016 avec seulement 5500 voix de plus que son rival Jean Ping. Une victoire contestée par l'opposition de l'époque. 2 jours d'émeutes et de manifestations avaient suivi. Au moins 5 personnes auraient été tuées selon le gouvernement, une trentaine selon l'opposition. Le conflit au Soudan prend une tournure ethnique au Darfour, c'est ce qu'a affirmé l'Organisation des Nations Unies ce mardi. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés est de plus en plus alarmé par les besoins humanitaires croissants des personnes touchées par la crise au Soudan. Une situation aggravée selon les Nations Unies par l'augmentation du nombre de personnes ayant fui à l'étranger les combats. Leur nombre a dépassé dernièrement les 560 000, alors que celui des déplacés dans le pays avoisine les 2 millions. L'acheminement de l'aide reste fortement limité par l'insécurité ainsi que par le manque d'accès au financement. Le HCR estime que les affrontements meurtriers feraient plus d'1 million de réfugiés en 6 mois. Les combats continuent de faire rage et gagnent du terrain au Darfour, vaste région de l'Ouest qui a déjà été meurtrie par une guerre civile dans les années 2000. Au Soudan, le conflit oppose depuis le 15 avril l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi pour 6 mois l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie, qui a commencé à se retirer. La résolution adoptée mardi à l'unanimité autorise la mission jusqu'au 31 décembre 2023 et prévoit le retrait de 3000 personnels supplémentaires d'ici fin septembre. En 2022, le Conseil de sécurité avait approuvé le remplacement de la mission de l'Union africaine en Somalie, créée en 2007, par la mission africaine de transition en Somalie, qui avait un mandat renforcé pour lutter contre les islamistes Chebab jusqu'à fin 2024. La résolution notant les progrès de la Somalie contre les Chebab exprime toutefois sa grande inquiétude face à la grave menace pour la paix que continue de poser le groupe affilié à Al-Qaïda. Le Conseil se dit également prêt à revoir ces chiffres en fonction des résultats d'une évaluation technique que la Somalie et l'UA devront fournir d'ici au 15 septembre. Julius Maada Bio a prêté serment mardi soir après sa réélection dès le premier tour pour un 2e mandat à la tête de la Sierra Leone. Le président sortant a récolté 56,17% des voix selon une déclaration du président de la commission électorale. Je certifie par la présente que Bio Julius Maada a obtenu 1 566 932 votes valides, soit 56,17% du total des votes valides exprimés lors des élections présidentielles du 24 juin 2023. Il a été dûment élu président de la République de Sierra Leone. Les scènes de liesse dans la capitale Freetown ont été émaillées de légers incidents alors que les observateurs craignent des violences post-électorales et que l'opposition a clairement rejeté le résultat du scrutin. Arrivé 2e avec 41% des suffrages, Samura Kamara de l'APC s'est fendu d'un tweet dans lequel il juge les résultats peu crédibles. Les supporters du président vêtus de vert, couleur du Parti du peuple de la Sierra Leone, ont fêté leur champion en klaxonnant et en soufflant dans les vuvuzelas dans un grand défilé vers le Parlement.
Le président Bio réélu, je suis si heureux. Parler et agir. Parler et agir, le slogan de campagne de Julius Maada Bio était repris par tous ses partisans. Dans une allocution peu après les résultats, le président sierra-léonais a insisté sur les enjeux économiques et le développement des infrastructures de l'un des pays les moins développés au monde. Il a construit tant de passerelles pour nous. Il lutte contre la corruption dans le pays, c'est pour cela que je l'apprécie. C'est la raison pour laquelle j'ai voté pour lui. Il a remporté l'élection, je suis très heureux, je suis enthousiaste. Quelques 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle. Le taux de participation de cette élection s'est élevé à 83%. Luanda accueillait mardi un sommet rassemblant les dirigeants des 4 blocs régionaux africains. Objectif, améliorer les mécanismes régionaux pour mettre un terme à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Notre engagement à contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région devient un impératif majeur de respect de nos principes et de fidélité à notre projet phare, faire taire les armes. Aussi devons-nous, lors de ce sommet quadripartite, intensifier les échanges afin de pouvoir contribuer activement à trouver une solution en faveur d'un Congo pacifié, sécurisé et prospère. Le retrait de la MONUSCO de RDC a également été évoqué. Présente depuis 1999, la mission de l'ONU doit se désengager d'ici la fin de l'année. Un retrait jugé précipité par les États-Unis lundi. Une nouvelle action en justice a été lancée contre le groupe français Total Energy. Mardi, 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises ont demandé réparation à l'entreprise pour les préjudices causés, selon eux, par son méga-projet pétrolier controversé en Ouganda. Selon eux, les 2 chantiers du projet de forage pétrolier Tilenga et de l'oléoduc EACOP sont à l'origine des violations des droits de l'homme. Le projet Tilenga est un forage de 419 puits de pétrole, dont un tiers dans le parc naturel des Murchison Falls, réserve de biodiversité et plus grand parc national d'Ouganda. L'EACOP est un oléoduc chauffé de 1500 km jusqu'à la côte tanzanienne qui franchit plusieurs aires naturelles protégées. En 2019, une première action en justice visait à empêcher ces travaux qui se sont finalement réalisés faute de décisions judiciaires rapides. Selon ces ONG, plus de 118 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie sont affectées par des expropriations totales ou partielles.